Madame, Monsieur, c'est toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux pour suivre votre émission des questions environnementales RDC Environnement, une production, comme vous le savez, de l'agence Galaxy Media. Le 5e président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prêté serment en tant que président de la République, chef de l'État. Des défis l'attendent, bien sûr, sur le plan sécuritaire et social, mais aussi et surtout sur le plan environnemental, comme nous aurons à vous le proposer dans cette émission avec René Ngongo, qui est membre de l'ONG Océan, organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, que nous allons donc vous proposer dans cette émission. Et puis nous aurons également à vous proposer l'interview de Maître Eric Kassongo, qui est coordonnateur du Centre congolais du droit du développement durable, CODED, qui parle, lui, des impacts environnementaux et sociaux des grands ouvrages, à l'instar des barrages, comme bien sûr le barrage hydroélectrique d'Inga. Et puis, le 2 février de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des zones humides. Le thème choisi cette année est « Zones humides et changement climatique ». Voilà, Madame, Messieurs, pour le sommaire de cette émission. Bienvenue à vous qui avez choisi de nous suivre à travers cette émission RDC Environnement. Comme je vous le disais tantôt, le président de la République démocratique du Congo, le 5e, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a prêté serment ce jeudi 24 janvier 2019. Il remplace bien sûr Joseph Kabila Kabange, qui a passé 18 ans au pouvoir en République démocratique du Congo. Comme nous l'avions dit, des défis sociaux et économiques, mais aussi politiques et sécuritaires attendent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais les spécialistes environnementaux pensent que des défis environnementaux attendent également Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons échangé avec M. René Ngongo, qui est coordonnateur ou disons membre de l'ONG Océan. Océan, c'est Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature. M. René Ngongo, d'abord, comment se porte votre organisation Océan? À Océan, se porte à merveille. Nos préoccupations depuis une trentaine d'années sont toujours d'actualité. Comme vous le savez, nous avons toujours milité pour la préservation de ces vastes forêts de la RDC qui constituent le deuxième poumon de la planète. Au départ, on n'était pas très bien compris et aujourd'hui, tout le monde nous dit, mais ce qu'on dit aujourd'hui, vous l'aviez dit il y a une trentaine d'années, et je pense qu'il y a eu plusieurs organisations de la société civile qui ont rejoint les mouvements écologiques et ça fait notre fierté et nous pensons que la relève est assurée pour continuer notre combat de gouvernance pour la sauvegarde de ces forêts, mais aussi pour la gestion durable des ressources naturelles de la RDC. Alors, depuis un certain temps, nous remarquons qu'il y a un véritable engouement ou même un intérêt dans les questions environnementales de la part de la population, mais aussi des responsables politiques, économiques et des entreprises. Qu'est-ce qui explique en fait cet engouement vers les questions environnementales qui sont aujourd'hui devenues des questions cruciales et vitales au centre des intérêts économiques, politiques, sociaux ainsi que culturels? Je crois que les écolos que nous sommes, que ce soit ici au pays, mais aussi à travers le monde, nous n'avons pas cessé de tirer la sonnette d'alarme pour montrer les risques que courait le monde avec la perte de la biodiversité, avec les effets néfastes du changement climatique. Malheureusement, le langage que l'homme comprend, c'est le langage du fouet. Lorsque la nature commence à le fouetter, il comprend rapidement. Et aujourd'hui, nous voyons les méfaits de ces changements climatiques et ça crée une prise de conscience. Malheureusement, c'est un peu tardif. Lorsqu'il y a 30 ans, on avait dénoncé, on avait fait la sensibilisation. Je me dis toujours, lorsqu'on a signé l'accord de Paris, j'étais dans la salle, si on l'aurait signé 30 ans avant, le monde se porterait mieux qu'aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience de plus en plus grande, mais qui fait face aux intérêts économiques. Donc c'est comme ça qu'il y a ce combat entre l'économie
et l'environnement. Il y a des lobbyistes, par exemple, du pétrole, qui voient les intérêts du pétrole, qui continuent à défendre les pétroles, même dans les parcs, comme on l'a vu ici en République démocratique du Congo. Donc ça fait que ça devient d'actualité parce que c'est une question de survie. Alors, l'actualité environnementale en 2018 a été abondante. Nous avons donc des colloques, des séminaires, mais aussi de conférences internationales et même régionales qui ont été organisées ici en Afrique et même ailleurs à travers le monde. Pour ce qui est des journées internationales, par exemple, il a été célébré la journée mondiale de l'eau, la journée mondiale des forêts, la journée mondiale de l'environnement, encore de l'arbre ici au niveau national. Est-ce que ces journées ont encore du sens quand la gestion même de notre environnement pose problème, M. René Ngongo? Là, vous touchez une question fondamentale qui a fait l'objet de réflexions pendant de longues années au sein des océans. Parce que nous avons été invités à beaucoup de journées de l'arbre. Je prends seulement la journée de l'arbre, où on a planté des arbres, en tout cas des centaines d'hectares. Mais repassez sur le site là, quelques mois après, vous trouvez que les chèvres se sont servies. Parfois, ce sont les femmes qui font les champs, qui ont déterré toutes les plantiles. Et une année après, on revient sur les mêmes sites, avec caméra, tambour battant, pour faire du matuvi. Et je pense que c'est pas ça ce que nous souhaitons. Nous voulons que c'est vrai que c'est des journées qu'il faut commémorer, mais il ne faut pas que ça s'arrête à la journée de l'arbre ou à la journée de l'environnement ou parler de l'environnement. C'est chaque jour qu'on doit parler de l'environnement. C'est chaque jour qu'on doit prendre soin de l'arbre. Donc il faut qu'on arrive à ne pas fixer ces jours-là, on pose des actions, il n'y a pas de suivi, on attend encore la journée mondiale de l'environnement, on organise des tambours battants des manifestations, on se réjouit et à la fin, il n'y a pas de suivi. Malheureusement, beaucoup de nos autorités sont tombées dans ces pièges. Ils tiennent vraiment à être là, à la cérémonie, on le voit à la télé pendant 2 ou 3 jours et puis ça s'arrête. Nous pensons que le ministère qui est en charge de l'environnement doit avoir un programme continu. Au-delà de ces journées qui sont normales, qui sont reconnues au niveau international, nous avons aussi nos journées à nous. Il faudrait qu'il y ait un engagement plus visible et plus régulier par rapport aux actions de l'environnement. C'est chaque jour que l'homme doit s'occuper de son environnement. Il ne faut pas attendre seulement la journée du 5 juin pour dire aujourd'hui c'est la journée de l'environnement. Tout comme j'ai dit, il ne faut pas dire parce que c'est aujourd'hui la journée de la femme qu'on doit s'occuper des questions de la femme seulement ces jours-là ou seulement le mois de mars. C'est des repères qu'on a fixés, mais nous restons convaincus au sein de notre organisation des écologistes congolais et amis de la nature que c'est chaque jour qu'on doit mobiliser les jeunes, c'est chaque jour qu'on doit mobiliser dans les écoles, au niveau des marchés pour qu'il y ait une prise en charge de ces questions environnementales. Oui, prise en charge bien sûr des questions environnementales à travers les différents gouvernements au niveau mondial. À côté de chez nous, au Congo-Brazzaville, il a été organisé la conférence sur les tourbières, la conférence sur la gestion durable des forêts ou la gouvernance forestière. Il a été organisé la conférence sur le fonds bleu pour le climat dans les bassins du Congo. Quel impact ces conférences ont-elles eu sur la République démocratique du Congo? Comme nous le savons, 60% des réserves forestières dans les bassins du Congo, autant des réserves d'eau douce à travers le monde. Quel impact ces conférences de Brazzaville ont eu sur la République démocratique du Congo, notre pays? On fait de grandes cérémonies, des faits d'annonce, et ça s'arrête là. On a parlé des fonds bleus, on a mobilisé les moyens, les chefs d'État sont venus, mais après, qu'est-ce qu'on voit? Il y a eu des réunions sur les tourbières. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la préservation des tourbières? Quelles sont les recherches qui sont entreprises par rapport à la valorisation de ces tourbières pour mieux connaître ces tourbières de manière à mieux les conserver? Ça reste des journées, c'est vrai, qui sont utiles, mais qui ne sont pas suivis par des actions concrètes. Évidemment, c'est des recommandations
au niveau des partenaires, et à la fin on attend que ce soit les partenaires qui trouvent. Je prends des engagements que nous avons pris. Vous savez qu'il y a quelques temps, avec les Bonnes Challenge, les défis de Bonnes, nous avons pris l'engagement de restaurer 8 millions d'hectares de nos forêts dégradées. Je ne sais pas si on a atteint même les 10%, les dixièmes de cet engagement. C'est toujours comme ça, des effets d'annonce qui n'ont pas de suivi. Nous avons pris, c'est vrai, l'engagement avec notre CDN, contribution déterminée au niveau national pour combattre les effets des gaz à effet de serre. La RDC, à juste titre, a pris l'engagement sur 3 piliers, forêt, énergie, agriculture. Aujourd'hui, on est où? Quand vous allez au ministère, on vous dit oui, nous avons soumis notre facture à la communauté internationale et tant qu'on ne nous donne pas l'argent, on ne sait rien faire. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été donnés dans le cadre de l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces projets-là, de toutes ces initiatives qui ont été lancées? Je pense que les nouvelles autorités qui vont se lancer sur ces questions-là vont d'abord faire un état des lieux. Effectivement, par rapport à ça, quelle est la position même de la société civile congolaise environnementale sur les questions environnementales en général, mais sur les questions de transfèrement d'eau de l'Ubangi, par exemple, vers les bassins du lac Tchad, parce que c'est là qui se dessèche et on a besoin de prendre de l'eau de l'Ubangi pour l'envoyer vers le bassin du lac Tchad. Quelle est la position de la société civile par rapport à de telles questions? Et nous, on a toujours proposé que nous avons un ministère en charge des forêts. Il faudrait qu'il y ait un ministère en charge de la question des eaux. C'est pas normal qu'un pays avec autant de potentialités en termes d'hydrographie, que nous puissions ne pas avoir accès à l'eau potable. Moi, j'habite dans un quartier de la ville, Rigini, où maintenant il faut pratiquement attendre une semaine pour avoir l'eau dans les tuyaux de la régie des eaux. On a commencé à faire des forages à gauche, à droite. C'est pas normal pour un pays qui a autant de potentialités. Voilà autant de questions qui ont constitué les débats sur ces questions environnementales en 2018. Nous pensons que cette année, il y a d'abord une question de prise en compte, un état délié sur la situation et de définir les priorités en termes de préservation. C'est vrai qu'il y a un débat sur l'opportunité de revisiter le code forestier, comme on l'a fait avec le code minier. Nous étions aussi engagés avec beaucoup de collègues de la société civile pour la révisitation du code minier. Et là, nous saluons la détermination du chef de l'État sortant qui, malgré toutes les pressions des miniers, a préféré privilégier les intérêts des communautés locales, les intérêts de la nation, avec une contribution des taxes, surtout pour les minerais stratégiques. Nous pensons qu'il faut aussi révisiter le code forestier qui date de 2002 et à l'époque, la grande préoccupation c'était l'exploitation du bois. D'ailleurs, pour votre information, à l'époque, nous avions dénoncé que c'était un code du bois parce qu'il donnait plus à 80% ces codes forestiers sur l'exploitation forestière industrielle du bois. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est important d'annexer toute la question des produits forestiers non lignés, les champignons, les fumbois, les Gnetuno africains, comment on peut les gérer, toute cette question des forêts des communautés locales, comment on peut capitaliser, mais aussi voir la valeur de nos forêts. Ce n'est pas pour rien que nous sommes taxés des deuxièmes poumons de la planète. Nous jouons un rôle important dans la séquestration du carbone. Comment on peut capitaliser ça? Comment on peut accéder au marché du carbone? Comment on peut mieux protéger nos tourbières pour ne pas être comptés parmi les pays, les grands pollueurs? S'agissant particulièrement de la gestion forestière ou de la gouvernance forestière, est-ce qu'une politique forestière nationale pour la République démocratique du Congo peut donner une solution à ces problèmes de gouvernance forestière en RDC? Mais évidemment, nous plaidons toujours pour une politique forestière. Parce que il ne faut pas toujours qu'on mette la charrue avant les bœufs. On a dénoncé en 2002 qu'on a eu un code, c'est vrai que c'était un besoin. En fait, comme on dit, on a fait le suivisme. Il y avait déjà les codes forestiers au Cameroun, au Gabon, c'était à la mode. Et avec
l'implication de certains partenaires, dont la Banque mondiale, on a mis en place un code forestier. C'est vrai que c'était important, parce qu'on pensait à juste titre qu'avec une bonne gestion de l'exploitation industrielle du bois, non seulement on pouvait bien gérer et gérer durablement également nos forêts avec des plans d'aménagement, mais on a surtout focalisé sur les taxes. On a mis des taxes, notamment la plus grande, c'était la taxe de la superficie et d'autres, pour que les secteurs puissent contribuer au budget national. Force est de constater malheureusement que ça n'a pas contribué au budget national. On a pensé qu'avec la question des cahiers des charges, les communautés autour de ces exploitations allaient vraiment se retrouver, les niveaux de vie allaient s'améliorer, mais malheureusement, plus de 17 ans après, parce qu'en 2002, aujourd'hui nous sommes pratiquement en 2019, on n'a pas senti l'impact de cette exploitation. Alors, il n'y a pas une politique forestière. Nous voulons qu'il y ait une politique forestière qui va donner des orientations par rapport aux options que la RDC va lever sur ces forêts. Et après, dès il y aura un consensus sur ces questions, on pourra maintenant voir comment avoir un code forestier, comment lever le moratoire. La société civile n'a jamais été pour un moratoire indéfini. Il y a eu des conditions pour la levée de moratoire, notamment finaliser tous les processus de conversion, mettre en place les systèmes d'adjudication et finaliser le plan, la planification géographique qui doit s'insérer dans un plan national d'aménagement du territoire. Tout cela doit se faire pour qu'on puisse assainir le secteur forestier, pour qu'il contribue suffisamment au développement de notre pays, mais aussi à préserver notre environnement par rapport au changement climatique. Alors, M. René, la COP 24 de Katowice en Pologne, c'était presque la dernière grande activité ou grande conférence internationale qui a eu lieu dans les domaines environnemental. Alors, quelle a été la participation de la République démocratique du Congo dans ces assises par rapport à tous les engagements pris par la communauté internationale, par les pays riches ou encore, mais aussi par les pays en développement par rapport à la réduction même des émissions de gaz à effet de serre? Quels sont les bénéfices que notre pays a-t-il tirés de ces assises? En fait, comme vous le savez, la conférence, la COP 24 de Katowice en Pologne devait finaliser les mesures d'application de l'accord de Paris. Tout s'est joué à Paris avec un accord qui a été ratifié par la RDC et qui donne des orientations, des engagements de toutes les parties prenantes. La RDC fait partie de ces pays, je crois 195 pays qui se sont engagés à modifier leur comportement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tous les pays, je l'ai dit tantôt, ont mis en place leur stratégie de contribution qu'on a appelée CDN, contribution déterminée au niveau national. Alors, malheureusement, nous, on n'a pas été à Katowice pour des raisons évidentes, la fermeture de la maison Schengen, l'acharnement du gouverneur, du ministère de l'Environnement pour qu'il n'y ait pas une délégation de la société civile, ce qui est banal parce que tous les pays se retrouvent là-bas avec leur société civile pour faire un plaidoyer. Oui. Mais lorsque vous allez déjà nous disperser, soyez sûr que les intérêts ne sont pas bien protégés. L'intérêt, c'était de voir quelle est la part que la RDC peut tirer de ces accords. Vous savez que pour mettre en place tous ces engagements, nous avons besoin de moyens. Et à Paris, il a été décidé de mettre 100 milliards de dollars pour tous ces pays qui sont dans la logique d'atténuation, la réduction des émissions avec notre CDN, mais aussi dans le plan d'adaptation au changement climatique. Mais on n'a pas senti malheureusement que dans les mesures d'application de l'accord, qu'il y a eu de grandes annonces. On n'a pas senti que les pays mettent suffisamment de moyens parce qu'à partir de 2020, on doit réellement tirer dividende de ça. Notre inquiétude, c'est que généralement, lorsque on est autour de ces tables, ce sont les chefs du gouvernement
et les présidents de tous ces pays qui décident. Fort malheureusement, lorsqu'il s'agit de ces grandes rencontres, la RDC a toujours été absente parce que, vous vous rappelez, à Paris, nous avions même manqué de présenter la position du gouvernement de la RDC parce que nous n'avions ni le chef de l'État ni le chef du gouvernement. C'est lui qui a conduit notre délégation, c'était le ministre des Affaires étrangères, et lui n'avait pas qualité pour parler. À Katowice, je pense que même le ministre de l'Environnement n'y était pas. Donc on a envoyé notre secrétaire général qui est un technicien qui a fait son travail, mais il y a des réunions où il ne peut pas participer parce qu'il n'est pas chef du gouvernement. Donc nous pensons que nous allons prendre conscience de ces absences répétées, et on a toujours dit que l'absent a tort parce qu'aujourd'hui ça nous fait mal lorsqu'on participe à ces rencontres, que sur le plan de l'environnement, sur le plan des forêts, que ce soit le président du Congo-Brazza qui engage les bassins du Congo. Nous avons plus de 60% des forêts du bassin du Congo. Nous avons toutes ces eaux douces qu'il y a au pays. Il est normal que nous puissions récupérer les leaderships. Les deuxièmes poumons de la planète se retrouvent dans notre pays. Et il est important, lorsqu'on parle de trois grands bassins, qu'on puisse voir pour les bassins de l'Amazonie, que ce soit le Brésil, pour les bassins de l'Indonésie, que ce soit l'Indonésie, et pour les bassins du Congo, que ce soit la RDC. Mais pendant très longtemps, ça nous fait mal de voir que, les absents ont toujours tort et la nature a horreur du vide, les autres pays prennent le leadership. Justement, il y a de nouveaux dirigeants qui viennent de prendre le commande du pays, en particulier le président de la République. Alors, quels peuvent être vraiment les défis des nouveaux dirigeants qui prennent déjà les commandes dans les questions environnementales aujourd'hui? Parce que, comme nous l'avions dit tantôt, ces questions sont devenues des questions au centre des intérêts sur le plan culturel, économique, social, environnemental, et quel peut être, n'est-ce pas, le défi qui attendent ces nouveaux dirigeants? Nous invitons donc les prochains dirigeants à récupérer le leadership de la RDC sur ces rencontres de manière à pouvoir tirer les dividendes de ça. Parce que nous avons une partie de la solution sur le climat dans notre pays. D'abord avec nos forêts, mais aussi avec les tourbières. Nous avons une partie de réponse par rapport à la question énergétique, avec les potentialités hydroélectriques que nous avons. Inga qui a un potentiel énorme, le premier à travers le monde qu'on peut capitaliser. Mais dans chaque territoire dans ces pays, il y a la possibilité d'exploiter les micro-barrages, d'exploiter l'énergie éolienne, d'exploiter les biogaz. Nous avons les gaz méthane que nous on n'exploite pas, mais que au lac Kivu, j'allais dire, que les voisins sont en train d'exploiter, et nous on continue à utiliser le bois énergie. Comptez le nombre de sacs qui entrent dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Kisangani. Dernièrement, nous étions à Kolwezi, on a vu lors des journées minières. Mais quand vous faites la route de Lumbashi à Kolwezi, le nombre de sacs que vous voyez sur la route, c'est effrayant. Et ça, c'est valable. Même quand vous allez sur la route du Bas-Congo, parfois on se demande où est-ce qu'on trouve encore ces arbres pour faire la brette. Parce qu'il n'y a plus de forêt sur cette route-là. Et ça, c'est des enjeux qui attendent le prochain gouvernement pour que nous puissions capitaliser les potentiels que nous avons et améliorer la gouvernance. Tant qu'il n'y aura pas un contrôle forestier, je crois qu'on peut avoir des lois, on peut avoir une politique forestière, mais s'il n'y a pas de mesures pour contraindre la fraude, pour contraindre l'exploitation illégale, nous n'allons pas avoir des résultats tant attendus par la communauté locale, par les peuples autochtones, mais aussi par l'ensemble de notre pays, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan environnemental. Voilà, merci beaucoup, M. René Ngongo. Madame, Messieurs, c'était donc cet entretien que nous avons réalisé avec René Ngongo, qui est responsable de l'organisation congolaise des écologistes et amis de la nature Océan. Nous avons également approché M. ou Maître Eric Kassongo, qui est coordonnateur du Centre congolais du droit du développement durable CODED, ici à Kinshasa. Il parle des défis
impacts environnementaux et sociaux même des grands barrages, des grands ouvrages en général, mais particulièrement des barrages hydroélectriques. Vous le savez, la République démocratique du Congo a ses projets pharaoniques de construire Inga 3. Il y a déjà Inga 1, Inga 2, il faut construire Inga 3 parce que les projets vont même jusqu'à Inga 6, Inga 7. Mais quels peuvent être les impacts environnementaux et sociaux des grands ouvrages et particulièrement les barrages? Écoutez la réponse de Maître Eric Kassongo du CODED. Nous avons beaucoup d'organisations qui travaillent ici localement et à l'étranger, des organisations internationales, des ONG qui alarment, qui réveillent sur les impacts environnementaux liés aux grands projets. Là-dessus, nous nous posons des questions parce que les grands barrages, comme tous grands ouvrages, comportent des impacts. Ce sont des impacts réels. On peut le minimiser parce que les impacts liés aux grands barrages sont réels. Ça va du bouleversement de la vie aquatique, de la biodiversité sous-marine, en passant par des maladies potentielles qui peuvent provoquer tout ce qu'il y a comme eau qui sortent des turbines et qui sont déversées dans le lit naturel des eaux. Vous avez des substances toxiques qui peuvent provenir et qui peuvent être à l'origine de la contamination de certaines espèces aquatiques, ainsi de suite. Donc toutes ces choses-là, ce sont des impacts réels qui se déroulent ailleurs où on a déjà construit des grands barrages. Donc la question c'est que nous devons savoir dans le contexte de la RDC et surtout dans le contexte de la production ou de la construction du barrage Inga 3, est-ce que nous aurons affaire aussi à ce genre d'impact? Le seul moyen de le savoir, c'est que des études précises puissent être menées pour clarifier sur cette question-là. Et puisque les impacts ne manquent pas, nous devons être informés sur les mesures de riposte qui sont prises au niveau de ceux qui dirigent, qui gèrent le projet, pour que, dans une sorte de communication permanente, on puisse rassurer les populations, à la fois les communautés d'Inga, à la fois les communautés environnantes et toutes les populations qui peuvent être impactées par les conséquences néfastes que je viens de lister, qui ne sont que limitatives. Notre travail à nous, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est d'interpeller sur le fait qu'il y a des dangers. Et que par rapport à ces dangers-là, il ne faut pas rester silencieux, il faut le documenter suffisamment, il faut rencontrer toutes les questions scientifiques parce que la science a évolué et la science a démontré noir sur blanc tout ce qu'il y a comme impact qu'on peut déceler sur ce genre de choses. C'est à essayer de répondre à ce genre de questions-là dans le contexte spécifique de la RDC que la population trouvera son compte, que la population verra des réponses claires par rapport à ce qui doit être fait pour que, justement, nous ne puissions pas être dans une sorte de débat de sourds où certains disent qu'il y a impact, d'autres disent qu'il n'y en a pas, ou d'autres disent qu'il y en a, mais il y en a très peu. Il faut clarifier cette question de manière définitive. Aucun projet ne peut se réaliser sans aucune étude impact environnemental et social. C'est vrai que sur la question, nous sommes en train de mener une étude là-dessus. Nous n'avons pas un cadre légal, général, qui explique comment les études d'impact environnementaux doivent être menées. Nous avons des fragments de dispositions, nous avons des fragments d'articles éparpillés dans différents textes de loi qui recommandent à ce que pour chaque projet, il y ait des études d'impact environnementaux. Mais c'est à mettre en pratique ces fragments-là aussi que nous tenons, parce que les législateurs ne peuvent pas dire que pour tel projet, il faut des études d'impact environnementaux et que un projet se mène sans que ces études-là se fassent et qu'on communique sur ça. Pourquoi est-ce qu'on fait des études? Si ce n'est pas pour communiquer et rassurer les gens qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela. Par rapport à ça, lorsqu'on va dériver les eaux, lorsqu'on va inonder cette fameuse vallée de la Bundi, voilà ce qu'il y aura comme conséquence. Voilà les mesures de riposte que nous avons prévues. Il faut communiquer sur ces choses-là. Il ne faut pas attendre la dernière heure. Parce qu'à la dernière heure, si la société civile ne voit pas clair, eh bien, les agissements ou les comportements qu'elle va adopter, va se justifier de manière claire. Voilà, c'était donc là Maître Eric Kassongo, coordonnateur du Centre congolais du droit du développement durable CODED, qui répondait à notre question sur les enjeux, disons les défis et les impacts environnementaux et sociaux des grands ouvrages et particulièrement les barrages hydroélectriques.
Comme je vous le disais tantôt dans le sommaire, le 2 février de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des zones humides. Et le thème choisi pour cette année est zones humides et changement climatique. La journée mondiale des zones humides permettra ou permet de sensibiliser le public sur le rôle vital que jouent les zones humides dans la lutte contre les changements climatiques. La journée mondiale des zones humides célèbre donc l'anniversaire de la Convention sur les zones humides, la Convention de Ramsar, du nom de la ville d'Iran, où elle a été signée le 2 février 1971. Dans ce cadre, du 27 janvier 2019 au 28 février 2019, de nombreuses activités dans le monde entier feront donc découvrir au public l'importance de ces milieux humides aussi riches que variés. Visites de terrain, expositions, conférences, rencontres, parce qu'il faut donc sensibiliser sur cette journée mondiale des zones humides qui joue un rôle très important dans les cadres de changement climatique. Le changement climatique, évidemment, s'est traduit localement par une augmentation et une intensification des événements météorologiques extrêmes dont nous subissons directement les conséquences. Il y a, entre autres, ces conséquences, il y a des ouragans, il y a des crues, il y a des inondations, il y a des sécheresses, il y a des érosions du littoral et ainsi de suite. Et les milieux humides participent donc à la prévention de ces risques naturels et amortissent les impacts que subissent les populations en réduisant bien sûr l'érosion du littoral, atténuant l'intensité des crues et en alimentant les cours d'eau pendant les sécheresses et autres. En outre, les zones humides sont les puits de carbone les plus efficaces sur Terre. Elles couvrent environ 3% des terres de notre planète et retiennent près de 30% de tout le carbone terrestre, soit 2 fois plus que toutes les forêts du monde réunies. À la lumière de ces faits, la protection et la gestion durable des zones humides est donc cruciale. En effet, les défis liés au changement climatique peuvent être relevés par des stratégies fondées sur les écosystèmes tout en préservant la biodiversité de ces milieux, les zones humides. Donc, ce type de solution fait écho au concept des solutions fondées sur la nature de l'Institut de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UCCN. Et donc, nous sommes appelés à protéger les zones humides. C'est comme les tourbières ici en République démocratique du Congo qui ont été découvertes et qui jouent aussi un rôle très important dans la séquestration de carbone parce que déjà ces tourbières renferment des tonnes et des tonnes de gaz à effet de serre, de CO2 qui ne doivent pas en tout cas être libérés dans l'atmosphère. Sinon, ces tourbières vont, ou encore ces gaz, va augmenter la température sur la croûte terrestre. Et donc, voilà, madame, messieurs, ce que nous pouvions dire sur cette journée mondiale des zones humides qui est célébrée le 2 février de chaque année. Et cette année, le thème choisi, comme je vous le disais tantôt, c'est zones humides et changement climatique. Voilà qui boucle également cette émission RDC Environnement. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Céline Boumba, merci à Guilhem Zembede Gonzac et merci à toute l'équipe de RDC Environnement. L'émission reviendra la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Ne manquez pas de nous suivre également sur YouTube. Question de taper Mayoni Ruben et vous aurez toutes les informations sur ce magazine RDC Environnement. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Mais nous le disions toujours, vous devez prendre soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.